5, 4, 3. Salut les terriens. Salut les terriens. J'espère que vous avez passé un excellent Noël. Tout de suite, on regarde les meilleurs moments de SLT saison 10. Et maintenant, voici Tom Villa. Comment ça va, Thierry? Maintenant, t'as droit à une musique d'entrée. C'est la classe. C'est génial. Mec, Alors, je m'emballe pas non plus, parce que tout à l'heure, il y a eu la répartition des loges et ils m'ont mis dans les chiottes, donc c'est pas gagné. Voilà. Cette semaine, c'est un très très beau plateau. Thierry, félicitations. Emmanuel Petit qui vient nous voir pour son livre Franc-Tireur. Alors, comme vous me l'avez demandé, j'ai fait le résumé de son livre. Voilà, il est juste là. il tape dans le ballon. Voilà. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, c'est la classe. Dans les années 70-80, vous étiez considéré comme l'incarnation du futur, au même titre que les Bogdanov. Voilà. Alors c'est sûr que quand on les voit, on se dit que le futur, a priori, c'était pas la chirurgie esthétique. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, c'est génial aussi, il y a Pierre Arditi. Ah bah oui. Il n'a pas bougé physiquement, c'est vrai. On l'a toujours connu vieux. D'ailleurs, pour tous ceux qui pensent que vous avez jamais été jeune, vous n'avez pas une peinture de vous, ado, un truc Frédéric Lopez, c'est la classe. Il a inventé plein de super concepts d'émissions. Rendez-vous en terre inconnue, c'est lui. Hein. Tu sais, tu prends une star et tu l'emmènes dans un pays où il voulait pas aller à la base. Alors le rituel, c'est de bander les yeux de la star à l'aéroport pour cacher la destination. Bon, sauf avec Gilbert Montagnier, forcément. Non, mais à la place, il lui avait bouché le nez. Et non, d'ailleurs, si jamais vous voulez faire rendez-vous en terre inconnue avec Thierry, lui bandez pas les yeux parce que ça va lui rappeler ses soirées aux chandelles. Ça va l'exciter. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Mathieu Manedian, vous avez commencé dans la série Un gars, une fille, mais on vous voyait toujours de dos. Ça fait quoi d'avoir le même début de carrière que Clara Morgan? T'es vraiment une merde. Mais je t'aime. Putain. MC Jean Gabin, à propos de votre livre, vous avez tweeté « Ce bouquin, c'est comme un marmot. Je me suis senti comme une fouf, 9 mois en couveuse, et il est sorti à terme. Alors j'ai envie de vous demander, comment va votre fouf? Bah, justement, j'ai bientôt 50 berges, il va falloir que je subisse une coloscopie, alors savoir si je dois pioncer le Alors, c'est un peu derrière la fouf. Ok. Laurence Boccolini, vous vous êtes fait tatouer dans le cou « Kiss Me ». Si vous faites un tatouage dans le bas du dos, ça sera quoi alors? Elle triomphe partout en France. Elle est au top. C'est Florence Foresti. Florence Foresti, rebonsoir. Bonsoir. Alors Florence, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre tournée à travers la France et de la sortie du DVD Madame Foresti. Ouais. Vous nous annoncerez également que désormais, vous êtes la maîtresse officielle de... De cérémonie. Oui, de la cérémonie des Césars. Parfait. Alors, vous êtes la femme la plus drôle de France. Bon. Une sorte de Miss France de l'humour. Non, mais c'est vrai. Alors, vous êtes considérée comme la patronne des filles humoristes en France, la parraine, comme dirait Alessandra Sublet. En gros, c'est votre faute si des dizaines de gamines ont laissé tomber leurs études pour monter sur scène et faire rire avec la pose d'un tampon. C'est de votre faute. Oh non, c'est pas moi qui guide vers ce genre de truc. Hein? Elles veulent vous imiter. Oui. Toutes. Elles vous citent toutes comme leur modèle. Ah bon? Ouais. À part qu'elles sont gaulées comme des putes, ces connasses. Alors, vous êtes en tournée dans toute la France avec Madame Foresti. C'est le Forestier World Love Tour. Vous êtes Madonna, ça y est. Ça y est. Moi, ça reste mon idole, oui, elle, ça c'est sûr. Ouais. Alors, vous dites, j'adore les tournées. Ouais. Si j'étais un mec... J'ai dit ça, moi? Ouais. Attendez. Ah, j'adore les tournées. Ouais. Si j'étais un mec, Ouais.
j'abuserai du succès. J'ai dit ça il y a longtemps, ouais. Mais, comme vous êtes une maman célèbre, vous vous retrouvez à manger froid, parce qu'on est en province en général, donc il n'y a rien d'ouvert après 10 h du soir, et vous dînez avec votre garde du corps, en fait. Oui, c'est un peu ça, la vie de Face à tournée. face. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai souvent dit que les hommes, ils avaient les groupies pour les occuper en tournée. Nous, on n'a pas les groupies. Pourquoi vous ne prenez pas des gigolos? Bah, ça n'existe pas. C'est pas Bah. culturellement, ça n'est pas. Non, Ah, mais si. je veux dire pas gigolo. Non, oui, enfin, je veux dire, il n'y a gigolo sur pas ce Internet. truc-là de la célébrité. Tapez escort et tant boy mieux. sur Internet. Escort boy. Got it. I will. Alors, Florence, est-ce que la fréquentation de vos spectacles a souffert des attentats du 13 novembre? Écoute, les salles sont pleines. C'est l'artiste qui est un peu plus vulnérable. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et pourtant, c'était 5 jours après. Et, 5 jours ou pas, je veux dire, c'était extrêmement difficile. Mais comme le public était là, vraiment, il n'y avait pas d'autre choix que ils m'ont montré un bel exemple, quoi. Eux étaient là, donc il fallait que je le sois. Alors, il y a une lueur d'espoir quand même après ces attentats du 13 novembre. Francis Lalanne n'a pas composé de chansons. Alors, Florence, il y a le DVD Madame Foresti qui est sorti. Alors, vous avez déclaré, pour écrire, je dois racler le fond de moi-même et vivre, puisque finalement, je m'inspire de ma vie. Pour nourrir vos spectacles, il y a eu la naissance de votre fille, ensuite la staritude, les 40 ans. Alors, tout le monde a hâte que vous fêtiez vos 50 ans. Ouais. Vous nous fassiez un beau spectacle sur l'ostéoporose. Et la ménopause. Alors, à part ça, vous allez animer les Césars. Oui. Alors, votre mission est simple. Empêcher les téléspectateurs de se suicider devant leur écran. Ah, on en est là? Vous allez faire quoi? Vous allez montrer des extraits de films américains, c'est ce qu'il y a de mieux. Là. Je trouve qu'on vous voit pas assez au cinéma. Moi aussi. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Je comprends, vous pourriez faire une carrière à la De Funès, vous. Bah, écoute, Pourquoi il n'y a plus les gens pour écrire les films? Il n'y a plus les réalisateurs? Il n'y a plus quoi? Mais je cours pas après aussi. Ah ouais, c'est pour ça. Et oui. Si je décidais de faire une carrière, mais moi, je suis très bien sur scène. Alors, il y a quelques années, vous aviez dragué Sean Penn au César. Vous lui aviez fait la bise. C'était il y a 3 ans. Vous pensez que s'il a jamais envoyé de texto, c'est qu'il est timide? Moi, l'année où il y avait Sean, j'étais beaucoup plus impressionnée par Dustin Hoffman dans la salle que par Sean Penn. Hein. Vous aimez les sugar daddy? Les quoi? Les sugar daddy. Oui, non. C'est une catégorie sur YouPorn. Les sugar daddy. Ah oui, tu vois, je vais passer. C'est comme les milfs. Ah ouais? Vous êtes une milf, je suis un sugar Ah, daddy. you are a sugar daddy. Alors François, les personnages que vous incarnez vous permettent de composer avec votre schizophrénie, sauf si vous incarnez un schizophrène, évidemment. On va y aller, allez-y, on va voir. Laissez. Je vais m'occuper de lui, mais pensez à ses médicaments, Axel, hein, je vous en prie. Hein. Très bien, Thierry. Parce qu'il lui en faut, hein. Ah ouais. Ah, t'as l'air bien touché, toi. T'as le droit de t'approcher des écoles? Oui, bien sûr, j'ai le droit, mais Ouais. je tente pas le diable, on va dire. Ouais. Tu t'appelles comment? À la base, Ouais. François, François comment? Damiens. François ou Damien? Bah, tu peux m'appeler Damien. On m'appelait Damien quand j'étais petit, quand je jouais au foot. C'est marrant, t'as un accent, t'es quoi? J'ai une formation de belge. Ouais. Mais c'est parce que t'es belge que t'es là. Ils ont décidé de tous vous enfermer, c'est ça? Ouais, ils ont créé une ligne de train et puis ils nous emmènent tous chez vous. Ouais. Faire le boulot à votre place. Et t'as quoi comme traitement, toi? Arrête, il va être trop défoncé, là. T'as quoi comme traitement? Ah, moi, j'aime bien boire une petite bière. Ah ouais. Et un petit médoc dessus, ça fait plus tourner la tête. Et ça va mieux avec les médicaments, là? Ouais, ça commence à aller mieux. Ça va mieux, Ouais, hein? je me stabilise. Ouais. Mais c'est quoi pour toi, aller bien? Aller bien, c'est être à sa place. Ouais. Là, j'ai l'impression que je suis à ma place. Ah ben là, t'es bien. Qu'est-ce qui te fait peur à toi? Ouais, ce qui me fait peur, c'est la maladie. Ah oui. Oui, donc t'as peur. Ouais, je suis tétanisé, là. Il faut être fou pour être acteur, tu crois? Bah, faut être un peu con, je crois. Ouais.
T'es connu hein, maintenant. Ouais. Ça te rend fou, ça, non? Ouais. Tu parles tout seul, des fois? Ouais, beaucoup. Qu'est-ce que tu dis quand tu parles tout seul? Ouais, je fais des tours en voiture et je me parle. Ah oui, ça, c'est vrai en Ouais, plus. ouais. Tu roules pour rouler. J'ouvre la fenêtre, je me mets un peu en arrière et puis je regarde le paysage qui défile. Tu penses qu'on va te laisser sortir un jour? J'espère, j'aimerais bien prendre l'avion ce soir. Ouais. Ça te dirait qu'on s'évade d'ici, tous les deux? Ah ouais, je passerai bien un petit peu de temps avec Viens, toi. allez, on s'évade. Viens. Allez. On se retrouve après la pub pour la suite des meilleurs moments de SLT saison 10 à 10. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. On continue avec les meilleurs moments de SLT saison 10. D'habitude, c'est moi qui suis debout. Ça va? C'est quoi votre spécialité? Proctologue. Proctologue. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur, finalement, aujourd'hui, quand vous regardez la télévision? Sérieusement, le manque d'audace et de créativité, le fait que dès qu'il y a un truc qui marche, il est décliné 25 000 fois. Quand on regarde les émissions de cuisine, par exemple, il y en a une qui marche, il y en a 25 000, on ne sait plus ce que c'est, puis ça finit par tuer le sujet. Quelle est la vedette de la télé qui vous donne des boutons? Ah, ça, c'est Nagui, quoi. Ah ouais. Parce que je comprends pas ce qu'il dit. Quand il fait, il y a que lui qui comprend ses vannes. Ouais. Et puis, il est chiant, il a un melon. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Et la dernière fois que votre cœur s'est arrêté de battre, Michel, c'était pour qui? Ici, je pense que ma femme est en train de regarder. Alors, c'était pas pour qui, je vais vous dire. Mon cœur s'est arrêté de battre le jour où j'en ai tenu un qui battait dans la main. Aïe, aïe, aïe. C'était sur une transplantation cardiaque. On avait enlevé le cœur avant de transplanter le nouveau. Et on m'avait mis le cœur dans la main. Et il battait encore parce qu'il bat encore une fois qu'on le retire. Et là, ça a été un moment... Ça fait un drôle d'effet. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. Et quand vous entendez les hommes politiques, qu'est-ce qui vous rend malade? La langue de bois. Ah Je supporte pas. Ouais. Je supporte pas de les entendre ne pas répondre à une question. Sur quelle période de votre vie aimeriez-vous être amnésique? Vous vous appelez Thierry. Ah oui, Thierry. Ouais, non, ça va. Quelle cicatrice de la vie avez-vous, Michel? L'écriture de mon bouquin Hippocrate aux enfers m'a laissé des cicatrices de ceux qui ont souffert pendant la Shoah, mais c'est par procuration. Moi, personnellement, c'était pas... Et quelle rumeur vous fait mal au cul? Celle qui dit que je suis proctologue. Je serai celui-là. Eh oui, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Eddie Mitchell, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, Big Band, c'est le nom de votre nouvel album. Ouais. On va en parler, évidemment. Mais d'abord, un petit flashback. Il y a toujours un coin qui me rappelle. Toujours un coin qui me rappelle. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo. Cherche du regard un spot, le Dieu projecteur. Hey, spot blues, je fais le spot blues. Hey, spot blues, je fais le spot blues. Hey, spot
Rio Grande. Et la frontière passée, nous serons blanchis, sauvés. Et voilà. J'ai calculé. Là, j'ai calculé. Ça fait 3 000 € en droit d'auteur. Rien que pourquoi. Là, c'est génial. Passe des vieux sketchs de moi, au moins je vais toucher un peu. Eddie Mitchell. Alors, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouvel album qui s'appelle Big Band et de vos concerts au mois de mars au Palais des Sports. Vous avez recommencé, Eddie, à avoir des fourmis dans les jambes. Vous vous êtes dit, à quoi bon passer des heures dans la salle de bain pour se faire une banane si c'est pour regarder des chiffres et des lettres sur France 3? Ah, ça existe encore? Oui. Formidable. Avec un plaid sur les genoux en plus. Bon. Donc vous êtes dit, je vais faire un album. Il y a 10 morceaux et 2 reprises. Oui. Hein? On va regarder à quoi ça ressemble. Quelque chose a changé. Quelque chose a bougé. Moi, je vais vous dire, je suis dingue des cuivres. J'adore les cuivres. Et ça, je dois dire, dans cet album, il y a du cuivre. Hein. Vous étiez le faire à Los Angeles? C'est avec l'arrangeur qui est Rob Rumsey, Ouais. qui travaille énormément avec Quincy, qui écoutait... Alors, donc, Quincy Jones, écoutez tous les soirs les bandes de votre nouvel album. Quincy me connaît depuis que je suis gamin. Ah ouais? Parce que Quincy travaillait à Paris et lorsque j'ai passé mon audition pour essayer de faire un disque, lui était dans le studio, il y avait Duke Ellington, il y avait Armstrong, Ouais. donc c'était pas mal. Parfait. Je me suis dit, tiens, peut-être faire ce métier. Oui. Et donc, on se revoit de temps en temps, on s'appelle, on s'écrit. Quand j'ai repris le standard de Sinatra, Fly Me to the Alors Moon. oui, vous faites une reprise de Fly Me to the Moon qui s'appelle en français Promets-moi la Lune. Et vous avez un grand talent, je trouve, pour trouver des paroles françaises qui marchent sur des standards américains ou anglais, quoi. C'est pas évident, hein? Vous savez, c'est essayer de trouver les mots justes, Ouais. c'est tout. Il y a un mec qui faisait ça très bien, c'est Francis Blanche. Oui, bien sûr. Plaine, oh ma plaine, plaine, mon immense plaine. Oui. Alors une chanson que j'adore, moi, c'est J'ai pas d'amis. Ah oui. Parce que vous dites que vous aimez pas Facebook, vous aimez pas Skype, vous aimez pas le web, et vous avez une phrase géniale. Pour moi, la toile, c'est le cinéma. Il est vrai que je suis un peu fâché avec toutes ces instrumentations et que bon, j'ai une bonne assistante, une femme, une fille qui s'occupe de ça. Moi, je m'en occupe pas. Moi, j'ai pas envie de venir aveugle ou bossu et je suis pas dactylo, donc donc j'ai rien à voir avec ça. Alors, comment ça va? Ça va? Très bien, merci. Toujours 10 cigarettes par jour, pas plus. Oui, hein. oui, bah, c'est réglementé. Et si à 5 h de l'après-midi, vous avez fumé les 10? Ah, Johnny, c'est 3 paquets de gitane sans fil par jour. oui, mais quelle voix. Comme quoi, les 5 frais légumes par jour, c'est des conneries. Ça suffit. Alors, j'ai lu dans Le Parisien que votre femme s'était occupée de vous trouver une place au cimetière de Saint-Tropez, la concession à côté d'Eddie Barclay. Comme ça, vous êtes sûr qu'il sera là à votre enterrement, au moins. Ah oui. Avec tous les saints. Saint-Émilion, Saint-Amour. Moi, je sais pas, je pensais que vous seriez enterré au cimetière des éléphants. Maintenant, on va faire, attention, une interview choix cornélien. Est-ce que vous préférez Nashville ou Belleville? Belleville. Ouais. Est-ce que vous préférez mourir dans votre vomi comme Bon Scott et AC/DC ou mourir d'overdose comme Janis Joplin? Bah, je préfère mourir tout court. Hein, mais... Est-ce que vous préférez arrêter de boire ou arrêter de fumer? Ah. Je préfère arrêter de fumer. Hein. Ah, quand même. Ouais. Quand même.
Est-ce que vous préférez Johnny Hallyday ou Michel Sardou? Oh, 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 ça c'est pas gentil ça. Je préfère Johnny Sardou. Ah. Est-ce que vous préférez Estelle Hallyday ou Laetitia Hallyday? Ben, pour la cuisine, je préfère Laetitia. D'accord. Non, elle sait tout faire. Ah oui? Ah oui, non. Il a du pot, Johnny, en fait. Mais oui. Est-ce que vous préférez chanter avec les enfoirés ou subir un contrôle fiscal? Contrôle fiscal. Contrôle fiscal. Est-ce que vous préférez chanter avec Mimi Mati ou subir un toucher rectal? Chanter avec les enfoirés. Est-ce que vous préférez YouTube ou YouPorn? Vous connaissez pas YouPorn? Non. Ben, vous avez tapé YouPorn ce soir, vous allez me remercier. Est-ce que vous préférez Schmoll ou Monsieur Eddy? Oh, Monsieur Eddy. Est-ce que vous préférez Dick Rivers ou Dick Rivers? Je préfère Dick Rivers. Ben voilà! Muriel et François, rebonsoir. Vous êtes réunis tous les deux sur la scène du Théâtre de Paris pour Momo, donc de et avec Sébastien Thierry, mise en scène de Ladislas Chola. Très belle affiche. On n'avait pas vu ça depuis les pubs LCL. Hein. Alors Muriel, Sébastien a écrit cette pièce pour vous. Oui. Il aurait pu appeler ça Mumu. Oui. Franchement. Non, bah non. Il dit il y a un côté brutal et en même temps une sensibilité. C'est pile l'actrice pour jouer mes phrases. Tant mieux pour moi. C'est là où c'est extraordinaire. C'est bon, on sait que vous savez faire rire. Mais là, vous êtes à un certain moment, comme ça, vous êtes prise d'une... Bah oui, l'histoire fait qu'à un moment, elle bascule. Elle est un peu... elle est très troublée. Elle va... Ça vient remuer des choses en elle. Mais vous avez eu... vous avez été enceinte à un moment, vous avez perdu l'enfant. Oui. Donc ça rejoint quand même des choses très Plus personnelles, ou moins, j'imagine. parce que c'était un accident, c'était pas une volonté. C'est pas voulu. Non. Moi, j'étais tellement pas au point, j'avais un tel travail à faire sur moi, j'avais tellement... J'étais mon propre enfant, quoi. Il a fallu d'abord que je règle tellement de choses, et quand j'ai réglé, bah, c'était trop tard. Vous pensez pas, Muriel, que l'enfant aurait pu vous sauver la vie, finalement? Exact. Maintenant, je me le dis. Bah ouais. C'est souvent les enfants, et je reprochais, entre guillemets, parce que j'en voulais un peu à la terre entière pendant pas mal de temps, parce que j'étais dans ma souffrance, mais je disais ces femmes qui disaient, mais moi, je vais faire un enfant pour moi, il va me sauver, je trouvais ça dégueulasse. Ouais. Et en même temps, elles avaient peut-être raison, parce que ça me met tout d'un coup, peut-être, moi qui avais un tel problème avec la réalité, j'en sors à peine. Ça vous aurait ramené sur Terre, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et alors aujourd'hui, vous arrivez à vivre avec tous vos regrets, parce que vous avez beaucoup de regrets, c'est incroyable ça. Il y a votre mère, vous dites, je suis passé à côté de ma relation avec elle. Oui, on est obligé de regretter ça, parce que, voilà, non, on n'est pas obligé de regretter, parce que ma mère, si je pouvais lui parler, je lui dirais, je suis désolée, et je pense qu'elle aussi est désolée. On a fait comme on l'a pu, avec qui on était, et comme, voilà. Il y a un regret du cinéma, ça c'est quand même un truc... Il n'y a pas un regret, il y a une tristesse, mais on ne m'en a pas proposé, quoi, du tout. Vous vouliez être Annie Girardot. C'est très prétentieux. Non. Je voulais un peu. Je voulais vous auriez faire rire. Vous auriez pu être une grande actrice populaire. J'aurais voulu. Oui, il me semblait que. C'est vrai que vous avez essayé quand même. Vous avez déclaré je me suis fait refaire les dents, je me suis fait refaire les seins, j'ai perdu du poids. Enfin, vous avez vraiment essayé. Quoi. Enfin, il me semblait qu'être comédienne et d'être rentrée au premier au conservatoire, ça suffisait. Donc, j'ai pas fait tout ça pour faire du cinéma, ça c'était normal. Parce que j'ai pas Sharon Stone en sortant dessus tout de suite. Donc, vous voyez, je fais tout pour m'en approcher. Ma foi, j'ai encore du boulot. Mais j'ai commencé par les dents et les seins. Très bien. Alors Ahmed, je sais que votre mère a une place très importante dans votre vie et votre carrière. Vous lui devez beaucoup. Ouais. Je vous propose qu'on la fasse venir pour l'interview, là. Ok. Alors Madame Sylla, bonjour, bienvenue. C'est votre première télé. On vous sent un peu stressé, hein, mais tout va bien se passer, rassurez-vous. Hein. Stressé? Pourquoi stressé? Ah, moi je suis pas stressé, hein. C'est toi qui es stressé. Regarde, tu es tout blanc. On passe à l'interview fils à maman. Amel, ça vous fait plaisir de vous retrouver assis comme ça, à côté de votre mère? Ouais, c'est mon rayon de soleil. Ah ouais? Ah, un rayon. Dans tout le soleil, là, moi, je suis un rayon. Ah, si tu veux être gentil, tu dis la moitié, c'est bien. Ma mère, c'est un demi-soleil. Hein? Là, c'est bien, là, ça réchauffe le cœur. Ahmed,
On peut le dire, votre mère a joué un rôle immense dans votre parcours. Vous lui devez énormément. Ouais, moi je pense que je lui dois tout. Ouais. Non, c'est bien. Il a bien répondu. Allez, question suivante. C'est quel genre de mère, votre mère? Ma mère, c'est une vraie maman poule. Sauf que moi, je ne pompe pas des œufs. Hein. De toute façon, moi, quand j'ai fait des blagues, personne ne rigole. Ahmed, qu'est-ce que vous lui avez jamais dit à votre maman que vous aimeriez lui dire ce soir? J'aimerais lui dire, maman, je t'aime, mais arrête d'essayer de faire des vannes, laisse-moi faire, c'est mon métier. Madame Sylla, vous auriez aimé qu'il fasse quoi comme métier, Ahmed? Bon, déjà, j'aurais aimé qu'il fasse un métier. Hein? Parce que ça, c'est pas un métier, ça. Ça, c'est pour rigoler des gens, c'est de la rigolade. C'est comme notre président. C'est pas son métier, hein? C'est pour faire rigoler des gens. Ahmed, vos parents, ils sont fiers de vous aujourd'hui, quand même, non? Ouais, ils sont très fiers de moi. Ma mère, elle est quand même très fière de ce que je fais. Mon père, il est très fier de ce que je gagne. Vous avez fait des études, vous avez eu votre bac, bien. Alors, après le bac, vous êtes lancé plus sérieusement dans l'humour. Vous avez percé grâce à On ne demande qu'à en rire, l'émission de Laurent Ruquier. Il a été comme une deuxième maman pour vous. Hein. Ah, ça, je le savais. Je t'avais dit, Laurent Ruquier, c'est une fille. Ah, ça, je savais. Qu'est-ce qui vous a appris, Laurent Ruquier? Laurent Ruquier, il m'a beaucoup appris, il m'a surtout beaucoup inspiré. Grâce à lui, j'ai arrêté les jeux de mots. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire rire au départ? Mais Ahmed, il est né drôle. Ahmed, il est né drôle. Son corps, il est drôle. Ahmed, c'est simple. Quand il est né, moi, quand il est pris dans mes bras, j'ai pas pleuré, hein. Ah non, j'ai rigolé. En fait, c'est simple. Ahmed, c'est la meilleure blague de son père. Ça marche plutôt bien pour vous, hein. Avec les filles, j'imagine que c'est l'autoroute. Cette rumeur entre Nabila et vous, c'est quoi? Je suis toujours en vie. Et vous voyez où dans 5 ans? Dans un miroir. De toute façon, moi, quand j'ai fait des blagues, personne ne rigole. En tout cas, Thierry Ardisson, merci beaucoup. C'était excellent, l'émission. Les gens, ils sont excellents. Stéphane de Grotte, bonsoir. Je vous appelle toujours Stéphane de Groot. Mais de Groot, ça ne veut rien dire, Thierry. Ben, je sais, c'est juste pour vous faire chier, mais... De Groot. De Groot. Non. Vous dites où? Ben là, de Groot. De Groot. Appelle-moi Stéphane. Stéphane, alors désolé pour la fouille à l'entrée du studio, mais comme vous venez de Bruxelles, en tout cas, ça fait du bien de voir un Belge qui veut nous faire rire. Alors Stéphane, quand vous étiez petit, vous rêviez de devenir pilote de course, auteur, acteur, et aujourd'hui, vous avez réalisé, Stéphane, tous vos rêves d'enfant. Il ne vous manque plus que construire une maison en pain d'épices. Tu aimerais faire ta mère veut te la faire aussi. Je voudrais te faire. Alors, comme auteur, j'ai fait un tabac avec Voyage en Absurdie, Retour en Absurdie, et aujourd'hui, Stéphane, vous revenez avec le livre de la jungle, publié chez Plomb. Mon éditeur. Plomb, c'est du lourd. Ça, c'est Les fort. jeux de mots, tout le monde trouve ça génial quand c'est vous, et quand c'est Ruquier, quand c'est moi, tout le monde trouve ça ringard. Non, mais c'est pas tant des jeux de mots, j'ai l'impression que je joue avec les mots. Ouais. Je sais pas, moi, on parle toujours de Raymond DeVos ou de Pierre Desproges. Moi, c'est plutôt un mec comme Gainsbourg qui m'a inspiré. Pierre Rep. Pierre Rep, magnifique Pierre Rep. Mais ça, c'est dans la forme. Mais j'adore Pierre Rep. Mais il est on n'entend plus beaucoup. Et on va le regarder. Oui. Il n'y a qu'une bonne façon, au fond, de faire le bœuf mitophon, le bœuf mitoron, le meuf mironton, le meuf, le... D'ailleurs, il y a certainement une erreur dans le mot français, voyez-vous? Parce que les Italiens disent mirondon en couronne. Et ils ont raison. Ils ont raison, puisqu'on dispose la bonne viande en couronne. Enfin bref, cette recette, elle est sans ça, essayez-la, c'est celle-ci. Et voilà, Pierre Rep qu'on ne voit plus jamais. C'est dommage. C'est un exercice. On se rend pas compte, mais c'est très compliqué de faire ça. Alors, vous pensez quoi du premier jeu de mots de tous les temps, celui de Jésus? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Alors, le pitch. Vous revisitez 200 expressions françaises à votre manière. Alors, ce qui est très drôle, je trouve, c'est que bien que belge, vous n'avez pas radicalisé votre humour. Je vais faire péter l'audience. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous demander, parce que moi, je suis moins bon que vous, de lire vous-même. J'écris des bouquins juste pour pas devoir les lire, et maintenant je dois... Si je peux me permettre, Thierry, je rassure les téléspectateurs, ce n'est pas mon livre. Il n'y a pas 200 expressions là-dedans. Alors, sans crier gare, vous avez de grandes chances que le chauffeur de taxi vous emmène à l'aéroport. La montagne qui accouche d'une souris, c'est une lourde tâche de naissance, car pour ce faire, il faut déjà que la montagne tombe enceinte, et donc que les plaques tectoniques. Dormir en chien de fusil. Si votre femme a du chien, qu'elle vous regarde en chien de faïence et se couche en chien de fusil, attendez-vous à un royal câlin. Alors c'est marrant, des fois je rêve que je suis milliardaire et que je suis obligé d'aller vivre en Belgique. C'est pas une punition, hein. Ah bon? Je dis, si vous êtes milliardaire, il y a d'autres endroits que la Belgique. Plus ensoleillé, un ciel moins bas. Mais c'est sympa la Belgique. Mais ceci dit, je peux vous convier à aller faire un petit tour sur la Grand Place. Si vous voulez. En Belgique, alors. Ça va, Stéphane? Mais ça va super bien. Mangez quoi, là, des frites, là? Moi, je mange des frites, oui. Oui, parce qu'on nous a dit, nous, les Belges, qu'il fallait manger 5 frites et légumes par jour. Ah oui, d'accord. Donc, le Belge mange des frites. C'est quand même bizarre, un pays dont la statue la plus connue, c'est un petit garçon qui fait pipi dans l'eau. Parce que les Américains, ils ont quand même une femme comme ça, très grande, très belle, qui tient une torche, qui éclaire le monde et tout. Et vous avez un môme qui pisse dans l'eau, quoi. C'est ça, la vraie liberté. Ah. Eux, ils ont la statue, nous, on a la stature. Vous êtes fiers d'être belge? Le Belge n'est pas fier. Ah. C'est pour ça qu'il est belge. C'est un grand avantage du Belge. Et si vous deviez choisir de vivre dans un seul lieu toute votre vie, vous choisiriez la France ou la Belgique? Ça mérite un petit coup de bière, ça. Ouais. C'est très bon, la bière chaude. Et les frites froides, vous avez essayé? Il faut inverser les deux, mettre les frites dans la bière chaude et chauffer les frites froides. Écoutez, je sais pas, moi j'inventerais un territoire entre les deux qui s'appellerait la Frangique. Ouais. À part le mac and peas, il y a d'autres trucs à voir en Belgique? Il y a la Jeune Pis. Ah. Il y a une femme qui s'accroupit pour faire pipi. Ah ouais. Comme la Pis. Et c'est où ça? C'est pas loin de la Grand Place. Il y a les pissotières, donc il y a le petit garçon et la petite fille. Mais est-ce qu'en Belgique, on peut visiter la maison de Philippe Gueluc? Ah, si vous n'êtes pas chien avec lui, je pense qu'il vous fera visiter sa maison. Est-ce qu'on peut visiter Adamo? Mais comme tous les monuments. Ouais. Ah ouais. Vous avez connu le temps où Bruxelles bruxelait? Ah, mais vous me parlez de la Belgique, là. Mais Bruxelles chante toujours, Bruxelles danse, et on danse la Belgique. Ah. Vous voulez pas manger une frite, là? Mais je vais vous dire, le Belge aime tellement les frites qu'il a annexé une partie de la frite. Le Congo belge. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des meilleurs moments de SMT saison 10. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Dans un instant, le meilleur de Stéphane Guillon. Mais d'abord, le zapping. C'était le zapping et maintenant, le meilleur de Stéphane Guillon, saison 10.
suite au très beau portrait de Michel Onfray sur Michel Drucker, un autre philosophe, Alain Finkielkraut, a tenu à saluer notre Mimi nationale. Je tiens effectivement à rendre hommage à Michel Drucker. À une époque où la télévision est devenue un gigantesque pipe show, une glace sans teint derrière laquelle le spectateur observe sans être vu, où le buzz et la mise à mort sont monnaie courante, la gentillesse et la bienveillance de Michel Drucker sont profondément salvatrices. Taisez-vous, taisez-vous, je voudrais terminer. Cette gentillesse que d'aucuns qualifieront d'obséquieuse nous lave en vérité des attaques répétées de certains humoristes qui n'ont de cesse pour exister que la médisance, la moquerie et la méchanceté. Il est paradoxal de constater qu'il est plus difficile de nos jours de dire à quelqu'un « je vous aime » que de le dézinguer. Je voudrais, et j'en aurais terminé, taisez-vous, je voudrais dire, et ce n'est pas anodin, que la personne qui a été le plus invitée par Michel Drucker ces dernières années sur son canapé, ce n'est pas un être humain, mais un canidé, un chien. Une réponse magnifique et définitive s'il en était au chacal, au loup, au renard qui gangrène aujourd'hui la société du spectacle. Je quitte cette émission. Bravo! Le député républicain Yves Nicolin accepte d'accueillir des migrants uniquement s'ils sont chrétiens. Bah oui, c'est ça la solution. Pour que ça marche, il faut que les hommes politiques accueillent des migrants qui correspondent à leurs idées. Rachida Dati, lui faut des migrants élégants, Louboutin, Hermès, et qui font pas chier, qui posent pas de questions. Fleur Pellerin, des migrants incultes qui connaissent pas Modiano. Bah sinon elle est perdue. Marine Le Pen, des migrants français de souche. De souche. À la limite, si c'est quelqu'un qui veut quitter Neuilly pour Saint-Germain-des-Prés, elle l'accueille. Mélenchon, il veut des migrants d'accord avec lui. Tu te tais, tu fermes ta petite bouche, petite cervelle. Terminé, tu te tais. DSK, il veut pas de migrants. Il veut des migrantes. Je veux des migrantes, Thierry Alisson. Je veux des migrantes, pourquoi? Les migrantes, elles sont plus cool, plus détendues. S'il n'y a qu'une chambre, qu'un lit, qu'un matelas, elles peuvent le partager. Les migrantes, Thierry Alisson, elles ont été perdues. Perdues en pleine mer. Et elles ont besoin d'un capitaine. Capitaine qui les aide, qui les guide et qui les soulage. Elles ont besoin d'un mât dur, Thierry Alisson, très dur, auquel s'arrimer, s'abandonner, se raccrocher. Santé, la secrétaire d'État Laurence Rossignol annonce la création d'un village Alzheimer pour 2018. Pas de date d'inauguration. Non, ça sert à rien. Dans un village Alzheimer, l'inauguration, c'est tous les jours. Tous les jours, le patient découvre le village. Oh, c'est beau. Un village Alzheimer, c'est hyper simple. Une seule rue, un seul restaurant avec le même menu et un seul cinéma qui passe toujours le même film. Jamais de déficit. Chaque semaine, le maire envoie une taxe d'habitation aux malades qui renvoie un chèque. Dans les phrases qui ont marqué la semaine, les propos d'Emmanuel Macron sur les fonctionnaires ont fait couler beaucoup d'encre. Le comédien Pierre Arditi a tenu à réagir. Oui, mais là. Pardon, c'est lamentable, c'est lamentable. C'est donné. Voilà,
c'est donner le bâton pour se faire battre, somme toute. Alors oui, il dit effectivement « je suis de droite », ce qui n'est pas honteux hein, d'être de droite. Moi, je connais des gens très bien qui le sont de droite. Hein. Mais Macron, Macron ne peut pas dire les 35 heures, c'est fini, les fonctionnaires sont des nantis et rester de gauche. Non. Bien que Mitterrand, il avait des défauts, mais pas celui-là. Pas celui-là. Hein. C'est comme un joueur de foot qui marquerait contre son camp. Il y a un moment donné, on s'en sépare. On le vire, parce qu'il faut montrer qu'on en a, hein, voilà, hein, enfin, voilà. Gouverner, c'est choisir. Pierre Mendès France, voilà, ouais, c'est pas le dernier des cons. Bravo. Pas mal. Je fais vraiment tous ces mouvements de langue. Oui, absolument. Ah oui, c'est en bas, c'est en bas, c'est en bas. Donc c'est ça. Voilà. C'est pas grave, sinon, ça passerait bien, ça passerait bien. Oui, c'est ça. On termine cette chronique avec un coup de chapeau à notre invité Michel Onfray qui, grâce à un seul tweet, est devenu, dans la nuit du 13 au 14 novembre, une star internationale. Fabrice Lucchini, qui affectionne particulièrement la philosophie, a souhaité, tout comme moi, saluer l'ascension fulgurante de Michel Onfray. Michel Onfray, star de Daesh. Là, c'est énorme. T'imagines le gars d'origine modeste, naissance à Caen, fils d'ouvrier agricole. En 75, il travaille dans une fromagerie, il enchaîne les petits boulots, il galère pas mal, et peu à peu, il s'en sort. Pigiste à Ouest France, prof de philo, ça commence à sourire. Le gars est brillant, beau parleur, on l'invite chez Ruquier. Quelques succès de librairie, l'art de jouir. Cosmos, politique du rebelle, l'immense politique du rebelle. Et là, subitement, l'idée de génie. Vendredi 13 novembre, Paris est en feu, 130 morts. Les mômes fusillés en terrasse sont encore tièdes. Onfray tweet en pleine nuit. La philosophie de comptoir, tu tweets, tu réfléchis après. Onfray balance la purée. Un truc du style, fallait pas les emmerder, on n'a que ce qu'on mérite. Qui sème le vent, récolte la tempête. Et là, tout d'un coup, c'est la gloire. Daesh le met dans un clip. Le prof de camp passe à l'international. Onfray, Beatles de la charia. Tu le vois dans le clip habillé en noir comme les autres, mais comme il a des lunettes, tu sais que c'est lui l'intello. Onfray, star de Daesh, c'est énorme. Non ? Voilà, c'était le meilleur de Stéphane Guillon. On continue avec les meilleurs moments de Salut les Terriens, saison 10. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Alain Robert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 7 août 1962 à Digoin, en Saône-et-Loire. Votre père était un ancien sergent-chef de l'armée de l'air à Oran, devenu commercial dans les télécoms en métropole à son arrivée. Votre mère était secrétaire en Algérie et en France, elle est devenue femme au foyer. La famille s'installe à Valence, dans la Drôme. Et alors, bizarrement, enfant, vous êtes vraiment un trouillard. La nuit, vous rêvez que vous tombez sans fin dans un gouffre noir et vos cris vous réveillent. C'est peut-être aussi ce qui m'a donné envie de faire complètement l'opposé, de partir justement sur les chemins verticaux. C'est fou, étant enfant, vous aviez peur du vide. J'étais complètement paralysé, tétanisé. Alors, le deuxième problème quand vous êtes enfant, c'est que vous ne mangez rien. Évidemment, votre développement physiologique en prend un coup. Et partout où vous allez, vous êtes le petit, quoi. Bah, je suis toujours pas très grand. Hein. Alors, troisième problème, l'école. Vous êtes gaucher. Et vous écrivez de droite à gauche. Alors ça, c'est encore plus rare. Pour vous rééduquer, on vous attache la main gauche dans le dos. Et là, vous devenez parfaitement ambidextre, ce qui sera utile par la suite, c'est évident. C'est très pratique. Voilà, et puis un dimanche après-midi, vous regardez un film américain.
tiré du roman d'Henri Troyat, La neige en deuil. C'est l'histoire de deux frères qui entreprennent une expédition en haute montagne vers l'épave d'un avion. L'aîné veut retrouver des rescapés, l'autre veut détrousser les cadavres. Et ce film vous ouvre les yeux sur la montagne. Disons que moi, quand j'étais môme, je pensais au départ, je voulais faire quelque chose un petit peu dans l'esprit de Zorro, Robin des Bois, alors que là, grimper des montagnes, ça semblait davantage à portée de main. Vers l'âge de 10 ans, vous êtes envoyé en colonie de vacances, mais évidemment avec le groupe des plus petits. Et là, vous décidez de vous échapper vers le haut, ça commence. Vous allez vous asseoir sur le toit et vous regardez tout ça très calmement. Donc très jeune, vous prenez de la hauteur. J'avais quand même envie de me prouver à moi-même que je pouvais faire quelque chose avec ma vie, avec la verticale. Alors, au retour de la colo, votre père a été victime d'un infarctus du myocarde. Votre mère est à son chevet, à l'hôpital. Et là, vous devez vous débrouiller tout seul. Et un jour, vous partez au collège en oubliant les clés. Alors, au retour, évidemment, vous décidez d'escalader la façade, 7 étages. J'étais un petit peu dans l'urgence, dans l'obligation. Et puis, je me suis dit, allez, t'y vas. Et je me suis lancé. Puis je suis arrivé en vie au sommet. Plus jamais, je me suis dit, tu seras incapable de grimper. Alors, à 15 ans, vous grimpez les falaises du Vercors. Vous faites 400 mètres quand même en solo intégral, sans la moindre sécurité. Vous dites, je préfère l'indépendance à l'assurance. Je me sentais en sécurité de tenir des aspérités plus ou moins grosses. Et puis, finalement, ne plus réellement avoir confiance au matériel. Alors, votre premier accident, en fait, vous faites du ski hors piste. Vous tombez sur une plaque de glace. À l'hôpital, les toubibs vous révèlent que vous êtes épileptique. Et le mec vous dit que là, l'escalade, vous pouvez dire adieu, hein, c'est fini pour vous. C'est ça, c'était pas une très bonne nouvelle. Donc, je savais pas exactement ce que c'était l'épilepsie. Mais bon, fallait essayer de faire avec. Mais rien ne vous arrête. Hein. En 1982, vous décidez de grimper la mythique falaise ardéchoise, l'abominable Homme des Doigts, en solo intégral, donc c'est-à-dire sans corde. Hein. Ce n'est pas un sport, vous dites, c'est une ascèse qui m'est devenue vitale. Oui, c'est devenu, je veux dire, je me suis tellement battu, je veux dire, de l'âge du petit gamin que j'étais, qui avait peur de tout, qui avait peur du vide, et finalement, de me retrouver là, c'est devenu un mode de vie, c'est toute ma vie, en fait. Vous faites une chute de 20 mètres, vous tombez tête première sur une dalle rocheuse. Le bilan, c'est 1 semaine de coma, la peau déchirée, les veines tranchées, les os du bassin, des genoux, des coudes, des poignets en miettes. Et le toubib vous dit, dans votre cas, on ne parle pas de fracture, mais de fracas osseux. Quand même, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je lui ai demandé quand est-ce que je pourrais regrimper. Effectivement, quelques semaines plus tard, vous signez une décharge pour quitter l'hôpital et rentrer chez vous. Vous avez décidé de reprendre l'escalade. Alors, vous installez une barre de traction dans le chambranle d'une porte et bientôt, vous faites 700 tractions en 1 heure. Et en 2 ans, vous devenez une sorte de surhomme, mais avec 3 doigts hors d'usage quand même. Hein. C'est exact, à cause d'une aire cubitale sectionnée. Votre corps est devenu si puissant que vous arrivez à faire des tractions avec un seul doigt. Alors, là-dessus, vous avez des étourdissements. Vous allez voir un ORL qui vous dit votre accident vous a détruit l'oreille interne et vous allez avoir de violents vertiges toute votre vie. Vous avez trouvé une antidote, hein, un mantra. Le mantra, c'est de répéter sans cesse « J'ai confiance en moi et je réussis tout ce que j'entreprends. J'ai confiance en moi et je réussis tout ce que j'entreprends. J'ai confiance en moi et je réussis tout ce que j'entreprends. » Apparemment, ça marche. Ça a l'air de marcher. Hein. En 1986, donc, vous escaladez l'abominable Homme des Doigts, là vous étiez tombé, en solo intégral. Et en 1994, vous escaladez la tour Citigroup à Chicago, 187 mètres. Alors, première difficulté,
monter le plus rapidement possible pendant les 60 premiers mètres, parce que 60 mètres, c'est la hauteur maximum d'une échelle de pompiers. Donc une fois que vous êtes au-dessus de 60 mètres, ils ne peuvent plus vous rattraper, quoi. Il m'avait dit, pour les pompiers, il leur faut à peu près 2 minutes. Ouais. Tu as 2 minutes pour être à 60 mètres. Ouais. Deuxième difficulté, la surface vitrée. Parce que là, c'est pas de la roche, il n'y a pas d'aspérité, ça glisse. Vous vous accrochez où? Les cadres qu'il y a autour des vitres, parfois il y a des fissures, parfois il n'y a pas grand-chose, il y a juste des petites aspérités, des petites réglettes. Donc... Ça vous est déjà arrivé quand vous montez à un moment de plus rien trouver pour vous accrocher? Non, parce qu'en fait, je fais des repérages au préalable, j'utilise les jumelles, ou alors je vais dans des bâtiments voisins, j'essaye d'observer correctement, quoi. Mais là, vous découvrez une autre adrénaline, une fois que vous êtes en haut, vous découvrez la jungle d'acier et de verre avec les gratte-ciel qui jaillissent comme ça. Il y a un terrain de jeu potentiel qui s'offre, et en fait, on le retrouve partout, hein, de Mexico City, en passant par les États-Unis ou la Chine. Entre 1994 et 2015, vous escaladez 125 gratte-ciel et monuments dans le monde, Guinness Book évidemment, parmi elles le Golden Gate à San Francisco, 227 mètres, l'obélisque de la Concorde, la tour Montparnasse, 209 mètres, le Taipei 101 à Taipei, la tour Ariane, 152 mètres, la tour First à la Défense, 231 mètres, et la plus haute, le Burj Khalifa à Dubaï, 828 mètres. Ce qui est drôle, c'est que quand les flics vous arrêtent, vous vous retrouvez en tôle, et là, en fait, vous snobez les autres prisonniers parce que vous faites 40 pompes sur un bras. Donc tous les caïds sont évidemment très admiratifs. Et on vous appelle Little Schwarzy. Il y a les muscles, hein. J'ai pas la taille, mais ça fonctionne. Alors quand on vous parle de la peur, vous dites oui, effectivement, j'ai peur. Mais je tire mon plaisir de dominer cette peur, de faire abstraction de la chute. C'est ça votre force, en fait. Ce que je fais, c'est avant tout mental. Après, je mets mon corps au service de mes envies. Finalement, j'ai peur comme tout le monde, mais je peux mettre ma peur de côté. C'est la grande différence avec nous. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la sécurité sociale vous considère comme invalide à 66%. Mais évidemment, pour toucher cette pension d'invalidité, il faut être sans activité. Et être sans activité, c'est pas possible pour Spider-Man. C'est totalement impossible. Donc j'ai toujours préféré ne pas avoir d'argent alloué par le gouvernement français et vivre de ma passion. Voilà, c'était le meilleur moment de SLT saison 10. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.